Contact Entreprise vous présente Libreco. C'est parti pour un nouveau Libreco, le magazine qui vous permet d'y voir plus clair sur l'économie martiniquaise. Ce soir, nous nous penchons sur l'un des fleurons de notre économie, le rhum. Les ateliers du rhum viennent de rassembler les acteurs de ce secteur. Au centre des discussions, la place de notre rhum sur un marché mondial en plein développement et la concurrence très forte qu'il doit affronter. En fin d'émission, nous embarquerons à bord d'un bateau de course pour une initiation à la régate. Un programme passionnant donc, allons-y. Bonsoir Charles Larcher. Bonsoir. Vous êtes donc le président du CODEROM, le comité martiniquais d'organisation et de défense du marché du rhum. Notre rhum ne représente que 2% de la production mondiale, sachant que le secteur de la canne est en crise depuis quelques années et que nous avons un territoire limité. Comment peut-on faire aujourd'hui pour développer la production en Martinique ? Alors, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, l'enjeu est la canne à sucre. Parce qu'effectivement, nous ne pourrons pas développer nos volumes de vente à l'international si nous n'avons pas plus de canne à sucre sur le territoire. Donc la filière canne s'est organisée autour d'une SICA, Canne Union, qui regroupe 200 implanteurs, dont l'objectif est d'arriver à développer la culture de la canne en augmentant surtout le rendement par hectare. Oui, parce qu'on ne pourra pas de toute façon augmenter la taille du territoire. Voilà, ce sera difficile d'augmenter les surfaces. Donc l'idée, c'est d'optimiser au travers de travail agronomique, de recherche autour de la canne à sucre, de méthodes culturales, d'arriver effectivement à augmenter les volumes produits par hectare de canne. Les ateliers du rhum ont donc réuni les acteurs de ce secteur le mois dernier. Objectif, faire le point sur l'avenir du rhum martiniquais entre exportation et spiritourisme. Le point avec Thomas Turard. Le chiffre est impressionnant. Toutes les secondes, 17 litres de rhum sont consommés à travers la planète, soit près de 536 000 tonnes de cette boisson, ce qui place le rhum au 3e rang des spiritueux derrière le tout-puissant whisky et le brandy. En Martinique, 16 millions de litres de rhum blanc sont fabriqués par an. 75% de cette production est exportée en Europe et dans le monde. L'enjeu est simple pour les producteurs martiniquais, se positionner pour augmenter leur part de marché. Mais ce n'est pas chose facile car la concurrence fait rage, à commencer par les îles voisines. Nous sommes en très forte compétition avec le rhum de la Caraïbe. Quand on va dans l'Hexagone, quand on va en Europe, quand on va aux États-Unis, quand on va au Japon, les rhums de la Caraïbe sont là. Et sont là avec des produits certes différents, néanmoins ils ont des produits de qualité, différents de nôtres, et des packagings qui sont de plus en plus élaborés. Pour exister face à cette concurrence agressive, l'industrie martiniquaise réunie aux ateliers du rhum a rappelé ses atouts. Premièrement, son procédé de production. À l'inverse de la plupart des producteurs, les rhummiers de l'île fabriquent du rhum agricole issu du jus pressé de canne à sucre et non pas de la mélasse qui est le rejet de l'industrie sucrière. Autre atout, et pas des moindres, depuis 20 ans, le rhum Martinique est le seul au monde à détenir le label AOC, appellation d'origine contrôlée, qui garantit sa qualité, l'origine du terroir et le respect des étapes de fabrication. L'AOC, c'est un label qui est incontournable. Pour moi, c'est le seul label sérieux dans le monde du rhum. Si vous en connaissez d'autres qui soient aussi reconnus, je veux bien l'entendre, mais je n'en connais pas d'autres. Donc, on a le patrimoine, on a l'AOC Martinique. Donc, pour moi, tous les éléments sont réunis pour qu'on devienne vraiment la patrie mondiale du rhum. Et dans cette quête du leadership, le rhum martiniquais a pris un tournant dans sa stratégie commerciale. Si la Martinique ne peut rivaliser en volume avec les grands producteurs que sont notamment Porto Rico ou encore le Venezuela, depuis 10 ans, elle mise sur l'excellence en commercialisant du rhum vieux qui a une valeur ajoutée plus grande. Nous, notre cible, c'est le super premium, donc au-dessus de $30 la bouteille, et l'ultra premium au-dessus de $45 la bouteille. Aujourd'hui, les industriels martiniquais veulent aller plus loin, conscients des promesses du développement exponentiel de la consommation mondiale du rhum. Ils veulent faire du rhum un produit touristique, le spiritourisme. Aujourd'hui, le spiritourisme correspond complètement à une stratégie globale, c'est-à-dire une stratégie où on affirme l'existence et la connaissance et la maîtrise locale d'un process, d'un produit, et avec une volonté d'aller à l'international. L'exemple qu'on peut prendre en comparaison dans notre domaine, c'est le whisky. Quand vous arrivez en Écosse, vous êtes happé par le whisky qui vous prend en main. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là en Martinique. Nous espérons effectivement un jour avoir un aéroport qui sera un grand chai
où quand vous arriverez, vous aurez de la canne à sucre, vous aurez des fûts, des foudres, et donc vous verrez effectivement que vous arrivez dans le pays du rhum. Le tourisme aujourd'hui apporte une plus-value énorme aux distilleries. Quand vous recevez 200 000 visiteurs par année, en plus du fait qu'ils achètent 2 ou 3 bouteilles par personne, après vous avez 200 000 ambassadeurs en France ou ailleurs qui vont faire connaître ce produit-là à leurs amis, qui vont rester fidèles. On a fait des études là-dessus pratiquement pendant au moins 5 ans, vous voyez. Pour atteindre ses objectifs, la filière martiniquaise doit augmenter sa production. Pour ce faire, elle a 2 stratégies. Une consiste à optimiser le rendement des champs et l'autre est l'investissement extérieur. C'est notamment le cas du groupe GBH qui a récemment acheté une distillerie à Sainte-Lucie. Cette acquisition va permettre au groupe de compléter son offre tout en s'ouvrant un accès au marché britannique qui est pour l'instant hermétique aux fabricants français. Malgré sa petite production, la Martinique se donne des moyens de tirer profit du développement de ce marché du haut de gamme qui croît de 10 à 20% par an. Charles Larcher, j'aimerais que l'on s'arrête sur quelques chiffres du secteur. Le rhum en Martinique, c'est 7 distilleries en activité, 201 producteurs de canne, 600 000 visiteurs dans les distilleries chaque année, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et 4 000 emplois directs et indirects. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est en croissance en Martinique ? Oui, aujourd'hui, c'est un secteur en croissance qui a la chance d'être à la fois dans la partie agricole, dans la partie industrielle et dans la partie service, notamment au travers du tourisme. Aujourd'hui, nous recevons de plus en plus de touristes dans nos structures. Le spiritourisme, effectivement, est notre activité. Nous recevons 600 000 touristes en progression de 15% par rapport à l'année dernière. Et on a de bons espoirs de continuer dans cette démarche. On a une démarche très forte à l'extérieur. N'oublions pas que 85% du rhum de la Martinique va à l'extérieur. On y reviendra. Le rhum martiniquais vient de fêter les 20 ans de son AOC, l'appellation d'origine contrôlée, qui a été obtenue en 1996 suite à un long combat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce label qualité est un argument de vente efficace ? Ah oui, c'est un argument stratégique. C'est-à-dire qu'on a appliqué finalement le savoir-faire français, donc l'AOC française, à la canne à sucre. C'est ce qu'on vend aux Américains, aux Japonais, aux Australiens ou aux Allemands, en leur disant le cognac, le vin de Bordeaux, le champagne ont su faire cela. Nous aussi, nous avons su le faire en Martinique autour de la canne à sucre. Et quand on va aujourd'hui à l'étranger, grâce à ce label AOC, dont on fête les 20 ans, nous avons des marchés qui s'ouvrent. C'est reconnu à l'étranger, l'AOC ? L'AOC est reconnu à l'étranger parce que la France a su développer l'image de l'AOC sur l'ensemble du monde. Un peu moins d'un quart de la production reste en Martinique, c'est assez peu, vous venez de le dire. Est-ce que néanmoins le marché local est un marché qui compte pour les producteurs de rhum ? Est-ce qu'il est important de s'y distinguer avant de pouvoir exporter des produits ? Oui, c'est un marché important. D'abord parce qu'il est très important que les Martiniquais continuent à s'approprier leur canne, leur sucre, leur rhum. C'est très important pour la filière. Mais aussi parce qu'on a beaucoup de visiteurs. On est une terre de tourisme. Et quand on reçoit tous ces visiteurs dans nos structures, ça devient, comme le précisait Michel Fayat tout à l'heure, des ambassadeurs finalement de notre rhum. Et ça, c'est très important. Quand un Allemand retourne donc à Francfort, quand un Américain retourne à Boston ou à New York, il va rechercher le rhum martiniquais. Et ça, pour nous, c'est une partie qui est gagnée à ce moment-là. Michel Fayat parlait de 5 ans de fidélité au rhum qu'il aura goûté sur le territoire, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Et en sachant qu'après, les personnes, on est l'île des revenants, donc les gens reviennent, on arrive effectivement à chaque fois à leur donner une petite piqûre de rappel sur notre produit. Et ça, c'est pour nous très intéressant et très important. Alors, pour que l'Allemand retrouve le rhum chez lui, l'enjeu aujourd'hui pour le rhum martiniquais, c'est évidemment l'exportation. Il faut conquérir de nouveaux marchés et s'y positionner comme un produit haut de gamme. C'est ce dont va nous parler Emmanuelle. Elle s'est intéressée à l'exportation sur le marché américain. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir Julie, bonsoir Charles Larcher. Bonsoir. Oui, Julie, le rhum martiniquais est présent aux États-Unis comme dans près de 100 pays dans le monde d'ailleurs. Mais comment est-il implanté sur ce marché ? Eh bien, les rhummiers ont choisi de s'y imposer par la premiumisation du rhum vieux. En effet, pour se développer sur le marché américain, il faut faire du rhum martiniquais, un produit haut de gamme, et quoi de plus luxueux qu'un spiritueux qui a vieilli en fût pendant quelques années. Sachez que le rhum est considéré aux États-Unis comme un produit de luxe à l'instar du whisky ou encore du champagne. Les États-Unis représentent à eux seuls 40% des ventes de rhum haut de gamme dans le monde. Une sacrée aubaine pour les professionnels et les rhummiers martiniquais l'ont bien compris. Mais attention, ce n'est pas une mince affaire. Ce marché américain reste très concurrentiel. Les rhums américains Bacardi ou encore anglais Captain Morgan y sont leaders. Des mastodontes qui seront difficiles
à déloger. Mais Emmanuel, la conquête du Grand Ouest n'en est qu'à ses débuts. Oui, vous avez raison, Julie. Prenons un exemple. Depuis une dizaine d'années, le rhum Clément est implanté sur le marché états-unien. 7 à 8% de ses volumes sont consommés en Amérique. C'est dire qu'il existe une réelle volonté et dynamique de développement. Et puis, pour poursuivre cette implantation, il faut valoriser ce produit agricole labellisé AOC. Il faut fidéliser une clientèle américaine en touchant des distributeurs particuliers, et cela commence petit à petit. Par exemple, à New York. Prenons l'exemple de New York. Dans les bars branchés, hôtels de luxe ou encore cavistes ou chez les cavistes et drugstores, on ne sait situer la Martinique sur une carte. Par contre, on peut vous citer 4 à 5 marques de rhum américain. Donc, c'est un bon début. Martiniquais. Américain, pardon. Martiniquais. Donc, c'est un bon début. Excusez-moi, Julie, c'est important. Le rhum martiniquais. Et sachez qu'aux États-Unis, la bouteille de rhum vieux premium ou ultra premium coûte entre 30 et 45 $. Pour finir, les Américains sont également un partenaire privilégié de la filière canne en Martinique. 80% du matériel agricole provient des États-Unis. Quant aux fûts dans lesquels les remiers font vieillir leur martiniquais, eh bien, il faut savoir, ils sont fabriqués dans le Kentucky. Alors, ma question, Charles Larcher, oui, le marché américain est le nouvel Eldorado des remiers martiniquais, mais n'est-ce pas s'attaquer là à un gros poisson? Avez-vous finalement les moyens de vos ambitions? Et d'ailleurs, quelles sont-elles, ces ambitions sur le marché américain pour les prochaines années? Disons que l'histoire du rhum martiniquais a commencé sur l'Hexagone, puis après on s'est étendu sur les pays limitrophes de la France hexagonale, francophones ou non. Et c'est vrai que les États-Unis, naturellement parce que c'est 40% du marché mondial, ont intéressé les Martiniquais du haut de gamme, ont intéressé vraiment tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre chance, c'est que le label AOC français, plus notre côté French Touch, Caribbean Touch, nous permet aujourd'hui, en arrivant aujourd'hui à New York, Boston, Washington, Miami, Los Angeles, d'arriver avec le savoir-faire français et un produit d'exception. Les Américains le reconnaissent. Alors, on est tout petit sur ce marché. Avec ce positionnement premium, notre ambition, effectivement, c'est d'arriver à prendre des parts de marché, mais on est vraiment tout petit. L'idée pour nous, c'est d'arriver à promouvoir la Martinique. Quand on va à New York, on promeut la Martinique. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le CMT de New York dans des opérations communes. On travaille aussi avec eux sur le Canada pour arriver à promouvoir notre île, notre savoir-faire, notre patrimoine, le savoir-faire des hommes et des femmes qui composent notre filière. Mais combien de temps ça va mettre pour vraiment, à un moment donné, s'imposer sur ce marché? On a commencé il y a plusieurs dizaines d'années. On pense arriver, si on s'organise bien, à ce que dans 10 à 20 ans, la Martinique soit un peu mieux connue dans les lieux de luxe américains. Pour avoir une idée, quelle part à peu près du rhum martiniquais est vendu sur ce marché américain? C'est vraiment tout petit, Julie. C'est tout petit. On est en dessous largement des 0,1 ou 0,001%. Donc on est tout petit, mais considéré comme l'un des meilleurs rhums du monde. Alors j'ai vu que finalement pour aussi valoriser le rhum martiniquais aux États-Unis, vous voulez revisiter un peu notre tiponche parce qu'il est trop fort pour les Américains. C'est vraiment... c'est aussi une stratégie là? Oui, l'enjeu pour la filière, c'est qu'aujourd'hui, les Cubains ont le Mojito, les Brésiliens ont la Caipirinha. Donc les Américains nous disent quel est votre cocktail terroir? Notre cocktail terroir, c'est le tiponche. Maintenant, le tiponche traditionnel, qui doit être préservé et être valorisé, convient moins bien à un Américain, peut-être qu'à un Martiniquais. Donc à ce moment-là, on le revisite, mais attention, pas n'importe comment. C'est quoi? C'est plus de sucre Alors, on va le faire avec des fruits frais, avec des épices fraîches, et on va proposer finalement un petit punch revisité qui va être plus accessible aux nouveaux consommateurs américains, notamment les femmes qui sont des consommatrices averties sur tout le côté aromatique des produits et qui vont aller trouver là à ce moment-là un produit de terroir avec des fruits tropicaux, avec des épices tropicales et donc notre rhum AOC Martinique. L'enjeu est important puisque le marché du rhum, c'est 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde en 2014, une progression des ventes de 40% en 10 ans, un marché en pleine expansion donc. Est-ce que nous pouvons faire le poids face à des pays qui produisent des grandes quantités de rhum? Le premier producteur mondial est l'Inde. Le deuxième est la Chine. Aujourd'hui, notre seule solution pour arriver à exister sur ces marchés, c'est de premiumiser.
Alors c'est ce qu'on disait, donc la premiumisation, donc le haut de gamme, mais pour ça il faut un marché de connaisseurs, d'amateurs. Est-ce que sur les marchés que vous ciblez, ce public existe déjà? Ah oui, il existe déjà dans le vin, dans le whisky. On a un bon exemple, qui est le whisky. L'Écosse s'est organisée autour du whisky. Et le whisky, aujourd'hui, promeut l'Écosse dans le monde entier en jouant la carte des single malt très haut de gamme. Nous, il y a le rhum industriel, bas de gamme, et il y a le rhum haut de gamme qui est le rhum agricole, et le très haut de gamme qui est le rhum AOC agricole, donc le meilleur rhum du monde. Donc à nous de le promouvoir effectivement au niveau mondial au travers de notre territoire. Et comment ça se passe la promotion? Est-ce qu'il y a des cours d'œnologie? Comment est-ce que vous faites découvrir, apprécier ce rhum par exemple sur un marché américain ou asiatique qui est un autre des marchés que vous ciblez? Alors on va expliquer notre différence, le fait qu'on ait du pur jus de canne. Le fait qu'entre le moment de la coupe de la canne, broyage de la canne, le moment où on va distiller le rhum, il y a moins d'une journée. Le fait effectivement qu'on a un savoir-faire au travers des maîtres de chai, au niveau du vieillissement. Donc, et ce label AOC qui nous suit de la terre jusqu'à la canne, jusqu'au produit fini. Et c'est ça qui va effectivement convaincre l'Américain, qu'on va faire venir ensuite sur le territoire martiniquais pour découvrir effectivement des savoir-faire et voir que c'est du vrai savoir-faire qui peut toucher du doigt quand il vient dans nos structures, dans nos distilleries en Martinique. Alors Charles Larcher, on dit que la concurrence entre les producteurs martiniquais est assez féroce. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a de la place pour tous sur ce marché de niche? Alors sur le marché martiniquais, on est en concurrence. C'est vrai, on est tout seul sur ce marché, donc en concurrence. Quand on va à l'extérieur, on est tous unis. Et c'est ça notre force. Quand on va à New York aujourd'hui, il y a 5 à 6 marques martiniquaises à New York. Et c'est un atout pour nous. Quand on va en Italie, quand on va en Australie, on fait souvent des salons ensemble. L'idée, c'est de promouvoir le rhum de la Martinique tous ensemble. Après, chaque marque a une diversité de produits à offrir, mais on est ensemble sur les marchés. Justement, est-ce qu'on peut concevoir un regroupement des producteurs martiniquais et pourquoi pas guadeloupéens sous une marque, un label rhum français? Oui, parce que la France a un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier sur l'alcool. La meilleure vodka du monde est produite en France. Le meilleur vin du monde est produit en France. Le meilleur cognac est en cognac. Champagne. Nous, on a le meilleur rhum du monde en Martinique. Donc à nous de le valoriser, c'est vrai, mais on peut le faire avec nos amis guadeloupéens et nos amis réunionnais pour valoriser le savoir-faire français sur le rhum. Alors la vodka française, je ne suis même pas sûre que les consommateurs français la connaissent. Donc il faut aussi pouvoir communiquer, la faire connaître les produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche effectivement de savoir-faire est d'appliquer ce savoir-faire que la France a sur les différents alcools. Nous, sur le rhum, on a effectivement cette chance depuis 370 ans d'avoir cette histoire qui a eu des moments difficiles, que nous avons su valoriser et promouvoir à l'étranger. C'est ça notre enjeu. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. On l'a dit, le rhum regroupe un florilège de métiers passionnants, des planteurs aux maîtres de chai. Ronan Bonnec vous en livre quelques secrets. Christian est le responsable agricole de la société BBS. Il s'occupe des 720 hectares de plantation et travaille aussi avec les 70 planteurs qui livrent la canne à sucre au domaine de l'Ammonie. Il y a tout un travail qui est fait en amont, qui est très important, c'est-à-dire le travail du sol, de plantation, de choix de variétés par rapport aux zones de production et avec, je dirais, autour un facteur humain qui est important parce que c'est une activité saisonnière pendant laquelle on a énormément de personnel, à la fois pour la récolte et ensuite pour l'entretien des parcelles. Avec 29 000 tonnes de canne broyées chaque année dans la distillerie, la mission de Christian est d'en assurer l'approvisionnement nécessaire pour la production. Ce que j'aime, c'est à la fois de voir que le fruit du travail d'une année, on le récolte et qu'on arrive à approvisionner correctement la distillerie pour qu'elle fabrique un rhum de qualité. Pour respecter le rigoureux cahier des charges de l'AOC, chaque étape de la fabrication du rhum agricole doit être contrôlée. Alors je viens de recevoir de Miguel des échantillons, donc des arrivées de canne à l'usine. Donc pour chaque réception de canne, on doit contrôler, puisque le rhum est AOC, donc le pH et également le taux de sucre contenu dans la canne, pour chaque parcelle. Donc au niveau des moulins, au niveau de la cuverie de fermentation, on récupère un échantillon de chaque cuve remplie. Et au niveau également de la distillation, que la distillation se déroule correctement, qu'on n'ait pas de perte de rhum dans les vinasses. Et enfin aussi au niveau des chais. On fait des analyses sous le produit fini, sous le rhum. Myriam est la responsable du laboratoire à Saint-James, mais elle est également maître de chai. Bonjour Babo. Bonjour. Ça va? Ça va. Je vais rendre bonjour. Ça va. En collaboration avec l'œnologue, nous classons les différents rhums de production
puisqu'il y a quand même une dégustation à faire, savoir classer les différents rhums que nous produisons. Et ce travail est également fait pour les rhums vieux. Pour la préparation de toutes les cuvées, les millésimés, etc., il y a une préparation en amont qui est faite. Après avoir travaillé dans plusieurs laboratoires de l'agroalimentaire, elle est naturellement retournée dans sa commune natale. Ce qui me plaît en fait dans mon travail, c'est quand même la diversité au niveau de la production, parce qu'on pense, on produit chaque jour un rhum, on pense qu'il est pareil, non, parce que la matière première est différente et la fermentation également peut être différente. Charles Larcher, on voit qu'il y a un vrai travail pour produire un rhum. C'est pas simplement presser de la canne et la laisser fermenter. Il y a une recherche, une conception de produits. Comment faire connaître ce travail justement aux touristes qui viennent nous voir? Vous parlez de l'enjeu du spiritourisme. Toutes les distilleries de l'île sont ouvertes au public ou à peu près. Quels sont les autres projets qui sont portés aujourd'hui par les producteurs de rhum en matière de tourisme? Aujourd'hui, c'est d'arriver à proposer notamment des circuits touristiques, donc d'arriver à faire la route des rhums. Ça, c'est un projet que nous avons qui ne concerne pas seulement les distilleries, les lieux de production, mais aussi tous les lieux patrimoniaux. Savez-vous qu'au début du XXe siècle, c'est à la Bourse de Saint-Pierre que le prix du rhum mondial était fixé? Donc on a effectivement aujourd'hui une histoire qui est très complète, avec des savoir-faire. On l'a vu en l'occurrence avec personne de Saint-James, qui a un vrai savoir-faire dont on est fier au niveau du rhum. L'ensemble effectivement des femmes et des hommes qui composent notre filière ont ce savoir-faire que nous pouvons expliquer. À quelle échéance pourraient être lancés ces circuits? Là, on est en train de travailler dessus. Je pense qu'avec le CMT, d'ici 1 à 2 ans, il sera matérialisé pour les Martiniquais et les touristes. C'est l'heure de notre jeu vrai ou faux. Je vous pose des questions et vous répondez tout simplement par vrai ou faux. Les Martiniquais ne veulent plus travailler dans le secteur de la canne à sucre, vrai ou faux? Faux. Il existe peu de formations en Martinique pour exercer les métiers qualifiés du secteur du rhum, œnologue, ingénieur, vrai ou faux? C'était faux, c'est en train de devenir vrai. Les distilleries martiniquaises indépendantes seront forcément amenées à faire partie de grands groupes si elles veulent survivre. Faux. Il est difficile de retrouver les marques de rhum martiniquaises sur le marché français. Faux. Et le rhum martiniquais est meilleur que le rhum guadeloupéen? Joker. Charles Larcher, dans un tout autre registre, est-ce qu'il vous arrive de faire du bateau? Ah oui, tout à fait. En plus, étant franciscain, oui. Eh bien, je vous propose d'embarquer tout de suite à bord du Surprise, un bateau de course, grâce à l'association ADSL, rien à voir avec Internet. Elle vous propose de vous initier gratuitement à la régate. C'est notre bon plan de la semaine. On part donc en mer avec Alvin Courty. Bonjour, cette semaine, on va faire du Surprise. Le Surprise, c'est un bateau, mais pas n'importe lequel. C'est un bateau de course et c'est Jean-François qui va m'initier puisque c'est ce qu'il propose et tout ça gratuitement. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je vois que tu es sur le départ. Bienvenue à bord. Ok, on y va tout de suite. C'est parti. Allez, go. Les joies de la navigation ne sont désormais plus réservées à une élite. À la pointe du bout, l'association de Jean-François propose depuis maintenant 4 ans de s'initier à la voile sur ce bateau de course de 7,65 m pour tenter de devenir par la suite un navigateur aguerri. Donc le passage ici, ça va être pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, au fur et à mesure de ce que souhaite. Et puis après, une fois que les équipiers commencent à être bien débrouillés, ils peuvent intégrer d'autres bateaux. Là, ils vont être pris en charge et puis entraînés sur d'autres surprises. La bonne nouvelle, c'est que ce service est proposé gratuitement. La mauvaise, c'est qu'il faut être disponible le vendredi après-midi pour pouvoir en bénéficier. Une contrainte qu'Antonio et Magali ont réussi à éviter pour profiter d'un plaisir qui leur semblait inaccessible. Je trouve la situation c'est vraiment intéressant, surtout pour quelqu'un pour moi. J'ai pas trop de connaissances. Je suis neuf en Martinique. Ça me permet de m'approcher d'un monde que normalement je voyais un peu plus distant. Là, je vois que c'est une possibilité plus ouverte qu'avant. Là, j'avais l'occasion, on m'a proposé, et j'ai dit ok parce que j'ai vraiment aucune expérience. Enfin, là, c'est ma deuxième sortie. Et c'est vraiment tout nouveau. Là, aujourd'hui, je ne comprends pas exactement tout, comment ça marche au niveau du vent, mais j'espère pouvoir apprendre. Si les deux mousses font leurs preuves et que leurs premières expériences s'avèrent concluantes, ils devront par la suite payer une cotisation de 300 € par an à l'association de Jean-François. Une contribution nécessaire à l'entretien du bateau, mais insuffisante, complétée par un sponsoring local. Sur une année, on a un budget, nous, de 7 500 à 8 000 € de fonctionnement pour l'année. Et on fait appel à des entreprises locales qui vont soit nous aider en
en faisant des réparations par exemple sur le matériel, soit en apportant un budget qui va permettre de couvrir les frais de fonctionnement, du moins partiellement. Une fois les bons conseils donnés, il est temps de lâcher les voiles, d'équilibrer le bateau et de se faire un peu plaisir malgré la météo capricieuse. Pour les plus motivés, il sera possible de participer aux régates un peu partout dans la Caraïbe, à condition de trouver une place disponible sur les 11 bateaux surprises présents en Martinique. Alors voilà, mon premier cours est terminé, mais je crois que c'est nécessaire d'en faire un deuxième, voire un troisième. On a appris plein de mots aujourd'hui, virement de bord, empannage, drisser la grand voile, tout un nouveau vocabulaire qui nécessite quand même 2, 3, 4, voire 5 sessions pour peut-être un jour espérer être un marin aguerri. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao. Charles Larcher, merci d'avoir été avec nous. Si mes calculs sont bons, à raison de 17 litres de rhum consommés chaque seconde dans le monde, 30 600 litres auront été consommés pendant cette émission. Alors on espère que dans l'eau, il y en aura un peu de rhum martiniquais. Non, moi aussi, et effectivement, je souhaite vivement remercier donc Contact Entreprise qui a pris l'initiative de ces ateliers. Ils avaient commencé par les ateliers de la mer l'année dernière, les ateliers du rhum cette année. Vraiment, c'était une belle opportunité pour nous, au travers des associations qui promeuvent l'entreprise, de pouvoir promouvoir notre filière. Merci justement. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise, justement. Vendredi 9 décembre, Contact Entreprise organise pour ses adhérents un déjeuner débat avec Marinette Torpille, conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique, en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises. Le thème sera « Quelle politique d'aide de la CTM aux entreprises ?» Libreco se termine, mais nous nous retrouvons mercredi prochain pour une émission qui intéressera les jeunes, particulièrement ceux qui ont du mal à trouver leur voie. Nous recevrons le RSMA, le Régiment du service militaire adapté. Il propose de nombreuses formations pour aider les jeunes à trouver leur place sur le marché de l'emploi. Soyez donc au rendez-vous, à la semaine prochaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.